Dans la tradition bouddhiste, un mantra est une formule sacrée composée de sons, de syllabes ou de mots, souvent issus de langues anciennes telles que le sanskrit ou le tibétain. Loin d'être de simples mots, ces formules sont chargées d'une signification spirituelle et mystique profonde. Leur récitation régulière permet de concentrer l'esprit et d'accéder à des états de conscience plus élevés, tout en générant des énergies bénéfiques pour soi-même et pour autrui. Les mantras sont une pratique centrale dans plusieurs branches du bouddhisme, notamment le bouddhisme tibétain, où ils jouent un rôle clé dans la méditation et le développement spirituel. L'utilisation des mantras dans le bouddhisme s'inscrit dans une longue tradition qui remonte à l'époque védique de l'Inde ancienne, bien avant l'apparition du bouddhisme lui-même. Les premiers mantras proviennent des Védas, les textes sacrés de l'hindouisme, où ils étaient utilisés lors de rituels pour invoquer les dieux, protéger contre les forces négatives ou garantir la prospérité et la paix. C'est dans ce contexte que les premières formes de mantras ont vu le jour en tant que puissantes formules incantatoires. Lorsque le bouddhisme est apparu vers le VIe siècle avant notre ère, sous la direction du Bouddha Siddhartha Gautama, la tradition des mantras a été adoptée et adaptée pour répondre aux besoins spirituels des pratiquants bouddhistes. Dans les premiers siècles du bouddhisme, l'accent était principalement mis sur la méditation et l'enseignement oral des sutras, les discours du Bouddha. Toutefois, au fur et à mesure que le bouddhisme évoluait et se diversifiait, l'utilisation des mantras a pris une place de plus en plus importante, notamment dans le bouddhisme tantrique ou Vajrayana. Ce courant, qui est apparu vers le IVe ou Ve siècle de notre ère en Inde, a développé une vision ésotérique du bouddhisme dans laquelle les mantras jouaient un rôle central en tant qu'instrument de transformation spirituelle. Contrairement aux formes plus anciennes du bouddhisme qui mettaient l'accent sur la compréhension intellectuelle et la discipline monastique, le Vajrayana cherchait à offrir des méthodes rapides et efficaces pour atteindre l'illumination, en utilisant des pratiques telles que les mantras, les mandalas et les visualisations. Le terme mantra est issu du sanskrit. Il combine deux racines, man, qui signifie esprit, et tra, qui signifie outil ou instrument. En ce sens, un mantra est littéralement un outil pour l'esprit, conçu pour apaiser les pensées et aider le pratiquant à se concentrer. Les mantras sont souvent récités à plusieurs reprises, parfois des centaines ou des milliers de fois, dans le but de focaliser l'attention, de purifier l'esprit et d'élever la conscience vers des états supérieurs. Contrairement à une prière ordinaire, un mantra n'est pas seulement une demande adressée à une divinité ou à une force supérieure, mais un moyen de transformation intérieure, grâce à la répétition rythmée de la formule. L'un des éléments clés de cette évolution fut la conviction que le son et les vibrations des mantras possédaient une puissance intrinsèque capable de transformer l'esprit et d'accéder à des dimensions spirituelles plus élevées. Selon cette tradition, chaque mantra est une forme condensée de l'énergie divine ou cosmique, et sa récitation permet de s'unir à cette énergie. Les sons des mantras ne sont donc pas choisis au hasard. Ils sont porteurs de significations spirituelles et cosmiques précises, et leur répétition permet de générer des ondes vibratoires qui harmonisent l'esprit avec l'univers. Dans la tradition bouddhiste, il est dit que les vibrations sonores émises lors de la récitation d'un mantra ont un impact direct sur la conscience et sur l'environnement. Le son est perçu comme une force qui relie le pratiquant aux énergies divines ou spirituelles. Chaque syllabe, chaque son, a une signification précise et une résonance particulière. Par exemple,
Le mantra le plus connu dans le bouddhisme tibétain, Om Mani Padme Hum, est associé au Bodhisattva Avalokiteshvara, Chenrezig en tibétain, qui incarne la compassion infinie. Ce mantra, qui peut être traduit par « le joyau dans le lotus », est récité pour développer la compassion et l'amour bienveillant envers tous les êtres. Un autre aspect essentiel du mantra est son rôle dans la purification de l'esprit. Dans la pratique bouddhiste, l'esprit humain est souvent comparé à un lac troublé par des vagues et des impuretés, telles que les pensées négatives, les émotions destructrices ou l'ignorance. La récitation d'un mantra, en se concentrant sur sa signification et son rythme, permet de calmer ces vagues mentales, d'apaiser les turbulences de l'esprit et de le rendre plus clair et plus stable. Le pratiquant entre dans un état méditatif où les distractions s'évanouissent peu à peu, laissant place à une paix intérieure et à une plus grande lucidité. Les mantras ne sont pas seulement un outil pour la méditation individuelle, ils ont aussi une dimension collective et cosmique. Selon certaines traditions bouddhistes, réciter des mantras génère une énergie positive qui peut non seulement purifier l'individu, mais aussi avoir un impact bénéfique sur son entourage et plus largement sur l'univers entier. Certains maîtres bouddhistes enseignent que chaque mantra récité crée des ondes d'énergie positive qui se propagent dans toutes les directions, contribuant ainsi à l'harmonie universelle. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir des dévots réciter des mantras non seulement pour leur propre bien-être, mais aussi pour la paix dans le monde ou la guérison d'une personne malade. L'un des mantras les plus importants dans le bouddhisme tibétain est le mantra de la médecine Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Raja Samudgate Soha, qui est associé au Bouddha de la médecine. Ce mantra a été récité pour invoquer des bénédictions de guérison et de purification, et il est souvent utilisé dans les pratiques de soins spirituels. La récitation de ce mantra est censée non seulement aider à guérir les maladies physiques, mais aussi à dissiper les souffrances mentales et spirituelles. Dans la pratique bouddhiste, la répétition d'un mantra est une technique essentielle. Appelée japa en sanskrit, cette répétition peut se faire à haute voix, à voix basse ou même silencieusement dans l'esprit. Peu importe la forme, c'est le rythme et la concentration qui importent. Répéter un mantra des centaines ou des milliers de fois, notamment avec l'aide d'un chapelet de prière, appelé mala, permet de stabiliser l'esprit et d'approfondir la pratique méditative. L'effet de cette répétition prolongée est souvent comparé à l'eau qui creuse lentement la pierre. Progressivement, l'esprit s'imprègne de la signification et de l'énergie du mantra, et des transformations intérieures profondes peuvent se produire. Dans les sociétés contemporaines, les mantras continuent de jouer un rôle essentiel dans le bouddhisme, mais leur utilisation s'est progressivement étendue au-delà des cercles religieux et spirituels. L'intérêt croissant pour la méditation et la pleine conscience en Occident a ouvert la voie à une appropriation plus large des mantras, désormais employés comme outil de concentration et de calme mental, bien souvent dans des contextes laïques. Leur adoption dépasse les cadres traditionnels, et de nombreuses personnes les utilisent pour cultiver la paix intérieure, sans nécessairement adhérer à la philosophie bouddhiste ou à des croyances religieuses spécifiques. L'une des raisons principales de cette diffusion est liée à la quête croissante de moyens pour gérer le stress et l'anxiété dans un monde où les pressions professionnelles et personnelles sont omniprésentes. La méditation et la pleine conscience, en tant que pratique d'introspection, se sont imposées en Occident comme des réponses aux déséquilibres générés par un mode de vie de plus en plus rapide. Dans ce contexte, les mantras sont perçus comme des instruments permettant de recentrer l'esprit et de favoriser un état de sérénité.
Leur structure répétitive, associée à la vibration sonore qu'ils produisent, facilite la concentration et l'apaisement des pensées distrayantes. Dans les pratiques méditatives modernes, les mantras sont souvent choisis pour leur efficacité à créer un point focal mental, permettant ainsi de maintenir un état de présence et de calme. Bien que les mantras proviennent de traditions spirituelles anciennes, leur signification originelle est parfois mise de côté dans ces nouveaux contextes, où l'accent est mis sur leurs effets psychologiques et physiologiques. Ils sont utilisés comme des sons qui aident à réduire l'agitation mentale, à soulager l'anxiété et à encourager une forme de détente profonde, propice à la réflexion intérieure. Voyons maintenant les aspects clés de cette méditation bouddhiste. La méditation, cet art millénaire du regard intérieur qui nous incite à tourner nos sens vers l'intérieur, à contempler le flux de nos pensées, de nos émotions et de notre énergie vitale, trouve ses racines les plus profondes dans la tradition philosophique chinoise. Le taoïsme, né il y a plus de 2 millénaires, propose une vision du monde où l'harmonie avec la nature et avec soi-même est la clé d'une existence épanouie. Cette philosophie, contrairement à de nombreuses autres traditions, ne cherche pas à imposer un dogme rigide ou à dicter une morale stricte. Au contraire, elle nous encourage à observer, à comprendre et à nous aligner sur les rythmes naturels de l'univers. Le Tao, ce flux éternel et insaisissable qui sous-tend toute existence. Dans cette perspective, la méditation taoïste se présente non pas comme une simple technique de relaxation ou de concentration, mais comme une voie d'exploration profonde de notre nature véritable. Elle nous invite à tourner notre regard vers l'intérieur, à explorer les vastes paysages de notre conscience, à la fois familiers et mystérieux. C'est un voyage qui nous mène au-delà des apparences, au-delà des constructions mentales et des illusions de l'ego, pour toucher à l'essence même de notre être. Cette pratique millénaire soulève des questions philosophiques fondamentales. Qui sommes-nous vraiment, au-delà de nos pensées et de nos émotions? Quelle est notre place dans l'immensité de l'univers? Comment pouvons-nous vivre en harmonie avec le flux naturel de l'existence? La méditation taoïste ne prétend pas offrir des réponses toutes faites à ces questions, mais elle nous fournit les outils pour les explorer par nous-mêmes, dans l'intimité de notre propre expérience. Dans un monde où l'extériorité semble régner en maître, où la quête de reconnaissance et de réussite matérielle domine souvent nos vies, le taoïsme nous rappelle que la véritable richesse se trouve à l'intérieur. Comme l'exprime si poétiquement Lao Tse, le père du taoïsme. Sans sortir de ma porte, je connais l'univers. Sans regarder par ma fenêtre, je découvre les voies du ciel. Plus loin on va, moins on apprend. Cette sagesse paradoxale nous invite à reconsidérer notre rapport au monde et à nous-mêmes. Elle suggère que la connaissance la plus profonde, la plus transformatrice, ne s'acquiert pas en accumulant des informations externes ou en parcourant le monde, mais en plongeant courageusement dans les profondeurs de notre être. Le taoïsme est intrinsèquement lié à la nature. Les sages taoïstes considèrent que l'univers est une manifestation du Tao, la force fondamentale qui sous-tend toute existence. En méditant, le pratiquant cherche à s'harmoniser avec les cycles naturels du monde. Cette union avec la nature n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Elle implique une compréhension profonde des lois naturelles et une acceptation de notre place au sein de l'univers. Historiquement, de nombreux maîtres taoïstes ont vécu en harmonie avec la nature. Par exemple, Zhang Sanfeng, le légendaire fondateur du Tai Chi Chuan, aurait vécu en ermite dans les montagnes Wudang.
observant les mouvements des animaux pour développer des techniques martiales et méditatives en accord avec le Tao. Cette symbiose avec la nature permet aux méditants de transcender les limitations de l'ego et de ressentir une connexion profonde avec toutes les formes de vie. La poésie taoïste reflète également cette union avec la nature. Les poètes comme Wang Wei ont souvent décrit des scènes naturelles sereines pour illustrer des états spirituels. Par exemple, ils évoquent le flux tranquille d'une rivière ou la majesté des montagnes pour symboliser la paix intérieure et la stabilité de l'esprit atteint grâce à la méditation. Le concept de regard intérieur est au cœur de la pratique méditative taoïste. Il s'agit d'un processus subtil et profond qui va bien au-delà de la simple introspection ou de l'auto-analyse psychologique. C'est une invitation à retourner complètement notre attention, habituellement dirigée vers l'extérieur, pour l'orienter vers l'intérieur de notre être. Cette pratique repose sur une compréhension fondamentale de la nature de la conscience. Dans la vision taoïste, la conscience n'est pas simplement un produit de notre activité cérébrale, mais une qualité fondamentale de l'univers lui-même. Notre conscience individuelle est considérée comme une manifestation locale de cette conscience universelle, tout comme une vague est une expression locale de l'océan. Lorsque nous pratiquons le regard intérieur, nous commençons à percevoir cette nature plus vaste de notre conscience. Nous découvrons que notre être est un vaste territoire, riche en paysages variés, qui reflète en miniature la complexité et la beauté de l'univers tout entier. Comme l'exprime le philosophe taoïste Chuang Tzu, l'univers et moi sommes nés ensemble, et tous les êtres ne font qu'un avec moi. Cette perspective transforme radicalement notre compréhension de nous-mêmes et de notre relation au monde. Nous ne sommes plus des entités séparées, isolées dans notre individualité, mais des expressions uniques d'une réalité plus vaste et interconnectée. La pratique du regard intérieur nous permet d'observer directement les mouvements subtils de notre esprit et de notre corps. Nous commençons à percevoir le flux constant de nos pensées, l'émergence et la dissolution de nos émotions, les sensations changeantes dans notre corps. Mais au-delà de ces phénomènes changeants, nous découvrons également une présence stable, un témoin silencieux qui observe tout sans jugement. Cette découverte a des implications profondes pour notre vie quotidienne. En cultivant cette capacité d'observation détachée, nous devenons moins identifiés à nos pensées et à nos émotions. Nous développons une plus grande équanimité face aux défis de la vie, comprenant que, comme les nuages dans le ciel, tous les phénomènes sont transitoires et en constante évolution. Le regard intérieur nous permet également de dévoiler les couches de conditionnement et de croyances limitantes qui obscurcissent souvent notre perception de la réalité. Comme le dit si bien le poète taoïste Li Po, « Les pensées s'élèvent dans mon esprit comme des nuages dans le ciel, mais le ciel de ma vraie nature reste toujours clair et serein. » En pratique, cultiver le regard intérieur demande patience et persévérance. Voici quelques suggestions pour développer cette capacité. Commencez par des séances courtes de méditation assise, en portant simplement votre attention sur votre respiration. Observez le mouvement naturel de l'inspiration et de l'expiration, sans chercher à le modifier. Élargissez progressivement votre champ d'attention pour inclure les sensations corporelles, les sons environnants, les pensées et les émotions qui émergent. Observez-les comme un témoin détaché, sans vous y identifier. Pratiquez régulièrement, idéalement chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes. La cohérence est plus importante que la durée.
intégrez des moments de pleine conscience dans votre vie quotidienne. Par exemple, prenez conscience de vos sensations corporelles lorsque vous marchez ou observez vos pensées lorsque vous attendez dans une file. Explorez des pratiques complémentaires, comme le Qigong ou le Tai Chi, qui intègrent le mouvement et la respiration à la méditation. Lorsque nous pratiquons le regard intérieur, nous découvrons que notre être est un vaste territoire, riche en paysages variés. Cette métaphore des paysages intérieurs n'est pas qu'une simple image poétique, mais une description précise de l'expérience méditative telle qu'elle est vécue par de nombreux pratiquants. Dans ces paysages intérieurs, nous trouvons des montagnes d'émotions, tantôt imposantes et menaçantes, tantôt majestueuses et inspirantes. Ces émotions, qu'elles soient de joie, de tristesse, de colère ou de peur, ne sont plus perçues comme des états à éviter ou à rechercher, mais comme des reliefs naturels de notre terrain intérieur, chacun ayant sa place et son rôle dans l'écologie de notre être. Nous y découvrons aussi des rivières de pensée, parfois tumultueuses et agitées, d'autres fois calmes et limpides. Ces courants de pensée, que nous avons tendance à considérer comme nous-mêmes, apparaissent dans la méditation comme des phénomènes naturels qui viennent et qui partent sans que nous ayons besoin de nous y accrocher ou de les repousser. Les forêts de souvenirs constituent un autre aspect fascinant de notre paysage intérieur. Ces souvenirs, qu'ils soient joyeux ou douloureux, récents ou anciens, forment une dense canopée sous laquelle nous pouvons nous promener avec curiosité et compassion, sans nous y perdre. Enfin, les prairies de sensations corporelles s'étendent à perte de vue, offrant un terrain d'exploration infini. Chaque sensation, qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre, devient un objet de contemplation, nous ancrant dans le présent et nous rappelant notre incarnation physique. Le poète taoïste Chuang Tzu nous rappelle l'importance de cette exploration sans but. Le parfait voyageur ne sait pas où il va. Le parfait artiste ne sait pas ce qu'il fait. Le parfait méditant ne sait pas qui il est. Cette citation souligne l'état d'ouverture et de lâcher-prise nécessaire pour véritablement explorer notre intériorité. Il ne s'agit pas de cartographier ces paysages de manière rigide ou de chercher à les contrôler, mais plutôt de les explorer avec une curiosité bienveillante, en restant ouvert à la surprise et à l'émerveillement. La cartographie de ces paysages intérieurs n'est pas une tâche que l'on accomplit une fois pour toutes. C'est un processus continu, car ces paysages sont en constante évolution. Chaque méditation est une nouvelle exploration, offrant de nouvelles perspectives et de nouvelles découvertes. La quête de la vacuité mentale est un aspect essentiel de la méditation taoïste. En vidant l'esprit des pensées superflues, le méditant atteint un état de tranquillité qui lui permet de percevoir la réalité sans les distorsions du jugement ou de l'attachement. Cette vacuité n'est pas un vide nihiliste, mais plutôt un espace ouvert où le Tao peut se manifester pleinement. La simplicité est également valorisée dans le taoïsme. Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, met l'accent sur la simplicité comme voie vers la sagesse. En éliminant les désirs excessifs et les distractions matérielles, le méditant peut se concentrer sur l'essentiel et vivre en harmonie avec le Tao. Cette approche minimaliste encourage une vie modérée, où le contentement est trouvé dans la simplicité plutôt que dans l'accumulation de biens ou de connaissances inutiles. La pratique de la méditation favorise cette simplicité en aidant le pratiquant à reconnaître les pensées et les émotions qui ne servent pas son bien-être. En laissant aller ses attaches, il devient possible de vivre avec plus de légèreté et de liberté, aligné sur le flux naturel de la vie.
Dans la pratique de la méditation taoïste, l'équilibre entre le yin et le yang joue un rôle crucial. Il ne s'agit pas simplement d'un concept abstrait, mais d'une réalité tangible que le méditant apprend à percevoir et à cultiver en lui-même. Le yin symbolise le féminin, le passif, l'obscurité, tandis que le yang représente le masculin, l'actif, la lumière. Loin d'être des entités séparées, ces forces sont interdépendantes et en constante interaction, créant un équilibre dynamique qui sous-tend toute existence. Comme l'exprime le Tao Te Ching, le Tao engendre l'un engendre le deux engendre le trois engendre les 10 000 êtres. Les 10 000 êtres portent le yin et embrassent le yang. L'harmonie naît au souffle du vide médian. Cette citation illustre comment l'équilibre du yin et du yang est à l'origine de toute la diversité de l'univers, et comment cet équilibre est maintenu par l'interaction constante de ces forces opposées. Une approche équilibrée de la méditation taoïste peut inclure des pratiques qui favorisent le yin, comme la méditation assise silencieuse, et d'autres qui stimulent le yang, comme les exercices de respiration dynamique ou la visualisation active. Cette alternance permet aux pratiquants de développer une compréhension profonde des cycles naturels d'activité et de repos, d'expansion et de contraction, qui reflètent l'alternance du yin et du yang dans nos vies. L'importance de cet équilibre va bien au-delà de la pratique méditative elle-même. En cultivant une harmonie intérieure entre le yin et le yang, le méditant développe une plus grande capacité à naviguer dans les complexités de la vie quotidienne. Cette harmonie intérieure se traduit par une plus grande adaptabilité, une résilience accrue face aux défis, et une capacité à interagir de manière plus fluide et harmonieuse avec le monde extérieur. L'un des principes les plus transformateurs de la méditation taoïste est la pratique de l'observation sans jugement. Cette approche, qui peut sembler simple en théorie, mais qui est profonde dans ses implications, consiste à observer nos pensées, nos émotions et nos sensations physiques sans les étiqueter comme bonnes ou mauvaises, sans chercher à les changer ou à s'y attacher. L'observation sans jugement se manifeste de diverses manières. Le méditant apprend à accueillir chaque expérience, qu'il s'agisse d'une pensée agréable, d'une émotion douloureuse ou d'une sensation physique inconfortable, avec la même ouverture et curiosité bienveillante. Au lieu de catégoriser rapidement nos expériences comme bonnes ou mauvaises, nous apprenons à les observer simplement pour ce qu'elles sont, sans y ajouter de couches interprétatives. Cette approche s'applique également à notre propre pratique méditative. Au lieu de nous juger comme bons ou mauvais méditants, nous apprenons à observer notre pratique avec compassion et patience. Paradoxalement, une partie importante de l'observation sans jugement consiste à devenir conscient de nos tendances au jugement. Lorsque nous remarquons que nous sommes en train de juger, nous observons simplement ce processus de jugement lui-même, sans jugement supplémentaire. La pratique de l'observation sans jugement a des implications profondes qui s'étendent bien au-delà de la séance de méditation. En apprenant à observer sans juger, nous développons une acceptation plus profonde de nous-mêmes, y compris des aspects de notre personnalité que nous avions tendance à rejeter ou à nier. Cette approche nous libère de la tendance à ruminer sur le passé ou à s'inquiéter de l'avenir, réduisant ainsi considérablement notre niveau de stress. En suspendant nos jugements habituels, nous pouvons voir les situations avec une plus grande clarté, ce qui conduit à des décisions plus sages et à des actions plus appropriées. L'attitude de non-jugement envers nous-mêmes se traduit naturellement par une plus grande compassion envers les autres, améliorant ainsi nos relations. En acceptant pleinement ce qui est,
nous créons l'espace nécessaire pour une transformation authentique, qui vient de l'intérieur plutôt que d'être imposée de l'extérieur. La méditation taoïste, avec son emphase sur le regard intérieur, nous offre un chemin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. En explorant les paysages de notre intériorité, nous découvrons que nous sommes bien plus vastes et mystérieux que nous ne l'imaginions. Nous avons tous déjà été pris dans un tsunami de pensées négatives. Vous savez, ce trou noir où nous sombrons parfois, à nous répéter des choses qui ne font qu'empirer les choses. Un gros nuage noir, dans lequel se brassent des pensées sombres, ce qui le rend encore plus sombre. Laissez-le être assez souvent présent dans votre vie, et le pire se produira. Cela deviendra une habitude. Difficile d'avoir la paix d'esprit quand nous vivons sous un tel nuage. Essayer de le chasser avec des pensées positives est également difficile. Les pensées positives n'ont pas la même puissance que les pensées négatives. Un concept bien connu issu de la philosophie taoïste est le Wu Wei, qui peut être traduit par non-action, action sans effort, ou le paradoxal, action de la non-action. Dans un sens pratique, nous pouvons décrire le Wu Wei comme l'état de flux. Dans cet état, il n'y a pas d'extrême, pas d'inquiétude, pas de rumination, tout semble couler naturellement. Cette quiétude de l'esprit ne signifie pas nécessairement que nous devons rester assis quelque part les yeux fermés. La quiétude de l'esprit peut être associée à l'action, et si nous sommes totalement dans le moment présent, nos actions se dérouleront sans effort, sans friction, et avec une concentration aiguisée. Le taoïsme compare la vie à une rivière. La rivière a déjà un cours ou plusieurs cours, et une fois que nous nous trouvons dans cette rivière, nous pouvons nager à contre-courant, nous pouvons nous accrocher à une branche, ou nous pouvons lâcher prise et nous laisser emporter par le courant. La plupart du temps, nous nageons à contre-courant sans même nous en rendre compte. Notre esprit croit qu'il peut et doit contrôler l'environnement pour survivre, ce qui est quelque peu égocentrique, car la grande majorité des processus à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes ne sont pas sous notre contrôle. La voie taoïste consiste plutôt à naviguer à travers la rivière, au lieu d'essayer de la contrôler. Un autre aspect de la rivière qui caractérise le taoïsme est l'eau elle-même. Les caractéristiques de l'eau sont la douceur et l'humilité, symbolisant essentiellement la vertu taoïste. Le taoïsme considère la connaissance, l'intellect et l'éducation d'une manière très différente. Il pense au cœur de la même manière que l'Occident pense à la tête. L'accent est davantage mis sur l'utilisation de l'émotion et de l'intuition plutôt que sur la logique pure dans les décisions. Au lieu d'apprendre par l'éducation, le taoïsme affirme que l'apprentissage peut être obtenu à travers le désapprentissage. En effet, le taoïsme affirme que les gens ont déjà des réponses et des connaissances en eux, et il ne s'agit pas d'apprendre de nouvelles choses, mais de désapprendre ce que nous pensons savoir en fonction de ce que la société nous a dit. Il faut s'éloigner de l'esprit pour comprendre l'esprit. Le taoïsme met l'accent sur le fait de ne pas essayer. Au lieu de foncer de manière belliqueuse pour obtenir ce que l'on veut, le taoïsme affirme qu'on est plus apte à réaliser ses désirs en ne faisant en réalité rien. Cela ne fait pas référence au fait de ne rien faire comme étant complaisant et sédentaire. Cela signifie suivre ce que l'on aime et le flux sans effort de la vie que cela peut apporter. Le taoïsme met l'accent sur l'état de flux, ou le Wu Wei. C'est lorsque, au lieu d'accomplir un acte, on le devient. Pour trouver cet état de flux ou de paix, le taoïsme conseille de vivre dans la voie du milieu, terme auquel est parfois fait référence à toute la philosophie. Séparer les choses en bien et mal ne crée que des entités. Il n'y a ni bien ni mal dans la voie du milieu, seulement l'être. Tout est poussé ou attiré par quelque chose à travers quelque chose. Tout ce qui est et n'est pas, créé et déplacé par quelque force de substrat, évoluant de ceci à cela, vers rien apparemment sans autre raison que soi-même. Quel est ce mouvement? Quel est notre rôle au sein de celui-ci? Pouvons-nous nous intégrer de manière plus harmonieuse?
À bien des égards, cette idée de Wu Wei rejoint la notion de l'état de flux de la psychologie positive moderne. Ils diffèrent, mais bien sûr, le premier étant étayé par la science et le second par une philosophie plus spiritualisée, mais au fond, tous deux semblent pointer vers la même idée relative. Un état où l'on éprouve une concentration profonde, une satisfaction, une efficacité naturelle et une absence de conscience de soi. On peut expérimenter cet état lorsqu'on est pris dans une frénésie créative et qu'une œuvre d'art semble presque se créer d'elle-même, ou lors d'un moment dans un sport où l'on semble presque savoir exactement quoi faire, 2 mouvements à l'avance, sans jamais s'arrêter et réfléchir. Peut-être aussi les instincts et les intuitions plus généraux ressentis dans la vie quotidienne, qui semblent juste sentir que c'est correct pour aucune raison apparente, et le sont. Pour Lao Tzu, peut-être que la vie plus largement doit être vécue dans cette zone, comme la respiration qui respire, le cœur qui bat, les oiseaux qui volent, les poissons qui migrent, le vent qui souffle, la terre qui tourne, tout cela parfaitement par lui-même. Les taoïstes croient que la vie fonctionne le mieux lorsqu'elle est simplifiée à son intelligence naturelle et intuitive. De même, l'être humain devrait agir, travailler et vivre avec une douceur et une quasi-passivité envers l'univers, observer le flux de tout autour de nous et s'y adapter gracieusement comme il le fait. Pouvez-vous persuader votre esprit de cesser de vagabonder et de rester dans l'unité originelle? Pouvez-vous purifier votre vision intérieure jusqu'à ne voir rien d'autre que la lumière? Pouvez-vous aimer les gens et les guider sans imposer votre volonté? Pouvez-vous traiter des questions les plus vitales en laissant les événements suivre leur cours? Pouvez-vous vous retirer de votre propre esprit et ainsi comprendre toute chose? C'est la vertu suprême, écrit Lao Tzu. Nous sommes attirés par la qualité gracieuse mais indifférente de la nature. Quand nous voyons quelqu'un forcer quelque chose, que ce soit une performance artistique ou une performance de soi dans la vie quotidienne ordinaire, nous le savons presque toujours et nous n'aimons presque toujours pas cela. Nous disons que cela ne semble pas naturel, que cela semble forcé, que quelqu'un est faux. Nous avons une sensibilité apparente à ce qui est essayé plutôt que simplement fait. Fondamentalement, nous voulons la vérité, nous voulons l'honnêteté, nous voulons le mouvement naturel de tout, quelque chose ou une essence qui ne peut être expliquée par rien d'autre que l'acte de le faire ou de le vivre. Les mots et les idées de l'intellect semblent tomber court de la vérité plus profonde, apparente, révélée par cette authentique poésie en mouvement. De manière réaliste, cette notion de ne pas essayer et de renoncer à l'effort conscient est peut-être pratique et efficace dans des cas artistiques, athlétiques et certains contextes sociaux. Cependant, dans l'application plus large de l'idée, il n'est pas évident dans quelle mesure on devrait vraiment, ou même peu, lâcher prise et accepter les choses telles qu'elles sont. Peut-on vraiment refermer la boîte de Pandore de l'intellectualisation, de la force et du désir, une fois qu'elle a été ouverte? De plus, n'est-il pas possible que l'effort conscient, la force et l'action contraires à l'apparente nature naturelle, soient en fait des parties naturelles du monde naturel? Dans le contexte du taoïsme, travailler contre le Dao pourrait-il simplement être le Dao travaillant contre le Dao pour sa perpétuation? Peut-être qu'une étape supplémentaire sur le chemin logique du taoïsme et de philosophies similaires implique une plus grande reddition qui ne permet même pas à quelqu'un de choisir ou de considérer s'il se rend ou non. Plutôt, on est dans la reddition. Si, dans le taoïsme, la relation entre toutes choses est une totalité coopérative, même lorsque les choses semblent en conflit, l'humain et la nature ne sont-ils pas toujours en coopération, même lorsqu'ils semblent s'opposer? Si l'obscurité crée la lumière, le silence crée le son, la beauté crée la laideur, le bien crée le mal. La force ne crée-t-elle pas la non-force? L'homme ne crée-t-il pas la nature? La conscience ne crée-t-elle pas l'inconscience? L'humanité fait partie intégrante de la nature, et ainsi, comment les humains pourraient-ils agir autrement? Comment les matériaux ou les actions créés par l'homme pourraient-ils ne pas être naturels? Bien sûr, c'est juste une idée contradictoire qui découle d'une seule interprétation d'une idée taoïste insaisissable et mystérieuse. Et pour prendre du recul,
il ne fait aucun doute que nos observations conscientes et notre logique nous trompent souvent et dans de nombreux cas, nous nous écartons clairement de ce qui est meilleur lorsque nous forçons ou luttons pour ce que nous pensons être. Une personne ivre qui ne résiste pas ou ne lutte pas contre ce qui se passe reçoit souvent des blessures beaucoup moins graves en tombant ou dans un accident de voiture par rapport à ceux qui se raidissent consciemment, résistent et essaient de se sauver. Dans ce contexte, il est important de faire confiance à vos instincts intérieurs pour différencier entre suivre votre propre flux par rapport au flux autour de votre vie. Dans le taoïsme, nous enseignons à une personne comment affiner la capacité appelée le troisième œil. Le troisième œil représente la capacité de ressentir et de percevoir le potentiel qui vous entoure. La conscience des potentiels permet à une personne de trier plus clairement les flux qui peuvent aider sa vie à devenir plus gracieuse et ceux qui l'emportent loin de son essence. Choisir une direction dans la vie relève plus de l'art que de la science. Lorsque les gens font du choix des voies de vie une science, ils rendent la vie prévisible et répétable. Suivre des exemples d'autres personnes en tant que guide fait souvent partie de l'écoulement. Cependant, suivre les autres est désavantageux, car cela encourage à vivre la même vie sans fraîcheur. Cependant, la société pousse les gens dans des voies prévisibles, car une voie prévisible renforce les schémas répétables qui soutiennent la société elle-même. Le véritable choix devient « faites-vous de la vie, la vôtre ?» Beaucoup de gens suivent simplement un cours confortable pour réduire les conflits. Si vous suivez le courant social, vous réduisez également le conflit social que vous rencontrerez. Cependant, cela augmente souvent le conflit intérieur que ressent une personne en s'éloignant davantage de son centre. De même, devenir entièrement soi-même augmente les chances de faire face à des conflits sociaux avec d'autres qui veulent façonner votre vie pour rendre leur vie plus confortable. Suivre le courant est une partie profonde du taoïsme. Un taoïste se déplace avec le courant en utilisant une conscience profonde de tous les courants qui nous entourent. Le dernier saut d'un lapin est imprimé dans la neige alors qu'une chouette fond sur lui pour son prochain repas. J'adore voir le flux de la vie. Les animaux suivent leurs instincts et les humains suivent leurs histoires. C'est pourquoi la plupart des humains ne voient que par le prisme de leur récit, aveuglés par les principaux points de l'intrigue, plutôt que de percevoir le flux actif de la vie qui nous entoure toujours. Si vous avez déjà vécu un état de flux, il y a une chose qui disparaît et qui revient seulement lorsque l'esprit pensant reprend le contrôle. C'est la focalisation sur les résultats plutôt que sur la tâche à accomplir. Lorsque vous êtes dans un état de flux, vous oubliez les résultats, la pression, les angoisses concernant l'avenir, les échecs du passé. C'est juste vous et la tâche à accomplir. Vous êtes complètement dans le présent et la seule façon de le faire est de lâcher prise. Lâcher prise signifie cesser de nager à contre-courant, arrêter de s'accrocher à certaines branches. Cela signifie lâcher prise du passé, lâcher prise du futur, se concentrer entièrement sur cet instant et le vivre sans hésitation. Les meilleurs, comme l'eau, bénéficient à tous et ne rivalisent pas. Ils résident dans des endroits modestes que tout le monde dédaigne. Plaçant les autres avant eux-mêmes, ils se trouvent à la première place et se rapprochent beaucoup du Tao. Dans leur demeure, ils aiment la terre. Dans leur cœur, ils aiment ce qui est profond. Dans les relations personnelles, ils aiment la gentillesse. Dans leurs paroles, ils aiment la vérité. Dans le monde, ils aiment la paix. Dans les affaires personnelles, ils aiment ce qui est juste. Dans l'action, ils aiment choisir le bon moment. C'est parce qu'ils ne rivalisent pas avec les autres qu'ils sont au-delà des reproches du monde. Une énergie associée à la respiration. Cela peut être illustré par l'exercice d'aïkido du bras inarbrable. Le bras droit est tendu vers l'avant et l'adversaire est invité à le plier. Si le bras est tenu rigide, un adversaire fort le pliera certainement. Si, en revanche, il est tenu facilement, avec les yeux fixés sur un point lointain et avec le sentiment que c'est un tuyau en caoutchouc à travers lequel l'eau coule vers ce point, il sera extrêmement difficile à plier. Sans forcer, on suppose simplement que le bras restera droit,
quoi qu'il arrive, en raison du flux de chi. Pendant le test, expirez lentement, comme si c'était de l'abdomen, et pensez que le souffle se déplace à travers le bras. C'est peut-être une forme de ce que nous appelons, ou plutôt mal nommons, l'auto-hypnose, qui n'a rien à voir avec le sommeil. J'ai constaté qu'une sorte de la même méthode peut être utilisée pour ouvrir un bouchon dur sur un pot, et j'ai connu un vieux maître zen, frêle en apparence, qui, en s'appuyant apparemment contre eux, déplaçait des rochers lourds qui défiaient de jeunes hommes forts. Tout comme l'eau suit la gravité et, si elle est piégée, monte pour trouver un nouvel écoulement, ainsi Wu Wei est le principe selon lequel la gravité est de l'énergie. Et le taoïste trouve dans la gravité un flux constant qui peut être utilisé de la même manière que le vent ou un courant. Tomber avec la gravité constitue l'immense énergie de la Terre qui tourne dans son orbite autour du Soleil. Nous devrions d'abord examiner l'aspect politique du Wu Wei. En lisant Lao Tzu et Chuang Tzu comme des commentaires sur leur époque, ils soulignent la totale folie de l'ambition pour le pouvoir politique, tellement cela est un fardeau pour ceux qui le détiennent. Comme nous pouvons le voir clairement aujourd'hui, personne en possession de ces moyens ne voudrait être le gouverneur suprême d'une grande nation, car on ne peut imaginer un mode de vie plus agité, frustrant, anxiogène et exigeant, où l'on n'est jamais hors de portée du téléphone, est constamment accompagné de gardes et doit prendre des décisions capitales sur la base d'informations filtrées et peu nombreuses, heure après heure. Sous une telle pression, personne ne peut rester un être humain avec du temps pour s'arrêter et regarder, pour errer dans les bois avec un ou deux amis politiquement peu importants, ou pour s'asseoir seul sur une plage et regarder la mer. Le grand pouvoir est source d'inquiétude, et le pouvoir total est source d'ennui, tellement que même Dieu le renonce et fait semblant, à la place, qu'il est des gens et des poissons et des insectes et des plantes. Le mythe du roi qui va errant parmi ses sujets déguisés. Il doit être compris, en passant, que tant Lao Tzu que Chuang Tzu apprécient l'humour de l'exagération de leur cas, ce dernier choisissant parfois des exemples vraiment absurdes pour illustrer un point. Ainsi, dans ce cas, Lao Tzu ne doit pas être pris absolument au sérieux, mais il fait remarquer que les gens seraient bien mieux s'ils pouvaient réfréner leur ambition, ralentir le rythme de la vie et ne pas mépriser le travail manuel. Dans tous les cris taoïstes, il y a une nostalgie pour les vrais hommes des temps anciens, rappelant Rousseau et l'idéalisation du bon sauvage du XVIIIe siècle. Nostalgie que l'anthropologie à la mode déplore depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'une longue vie est une si bonne chose si elle est vécue dans la crainte quotidienne de la mort ou à la recherche constante de satisfaction dans un lendemain qui ne vient jamais? Le progrès technologique est-il une maladie symptomatique de l'incapacité à être centré et à apprécier le présent? Comme le dit Chuang Tzu, l'homme de vertu parfaite, au repos, n'a pas de pensée, dans l'action, pas d'anxiété. Il ne reconnaît ni le droit, ni le tort, ni le bien, ni le mal. Dans les quatre mers, quand tous bénéficient, c'est là son repos. Les hommes s'attachent à lui comme des enfants qui ont perdu leur mère. Ils se rassemblent autour de lui comme des voyageurs qui ont perdu leur chemin. Il a de la richesse en surplus, mais il ne sait pas d'où elle vient. Il a de la nourriture et des boissons plus que suffisantes, mais ne sait pas qui les fournit. Dans une ère de vertu parfaite, les hommes bons ne sont pas appréciés. L'habileté n'est pas visible. Les dirigeants ne sont que des balises, tandis que le peuple est aussi libre que les cerfs sauvages. Ils sont droits sans être conscients du devoir envers leurs voisins. Ils s'aiment les uns les autres sans être conscients de la charité. Ils sont vrais sans être conscients de la loyauté. Ils sont honnêtes sans être conscients de la bonne foi. Ils agissent librement dans toutes choses sans reconnaître d'obligation envers personne. Ainsi, leurs actes ne laissent aucune trace. Leurs affaires ne sont pas transmises à la postérité. Il doit également être clair que le Wu Wei n'est pas un caprice intentionnel, comme lorsque les gens font tout leur possible pour faire quelque chose de bizarre ou d'inconventionnel, suivant la convention aussi servilement qu'un carré, comme leur guide pour faire l'opposé.
C'était une interprétation erronée courante du taoïsme et du zen lorsqu'ils sont devenus populaires parmi les jeunes de l'Occident. Ainsi, en fait, les taoïstes contemplatifs méditent, mais pas dans le but égoïste de s'améliorer. C'est plutôt que, ayant compris intuitivement qu'il n'y a pas d'autre moyen que celui du Tao, ils font des excursions dans ce que les choses ne peuvent pas échapper, et méditent pour la joie de la méditation, le flux de la respiration, le son des coqs au loin, la lumière sur le sol, le murmure du vent, l'immobilité, et hélas, toutes ces choses que les activistes militants de l'Ouest et de l'Est ont, avec leur frénétique finalité, appris à mépriser. C'est l'aspect yin de la vie taoïste, et donc n'exclut pas, quand il devient opportun, l'aspect yang de se réjouir de la vigueur, de sorte que la discipline du mouvement corporel du Tai Chi Chuan, fluide et oscillant, est tout autant appréciée que la méditation assise. Wu Wei est un état de conscience presque onirique, flottant, de sorte que le monde physique manque de la dure réalité normalement présente pour le bon sens. Comment savoir que l'amour de la vie n'est pas une illusion? Comment savoir que celui qui a peur de la mort n'est pas comme un homme qui était loin de chez lui quand il était jeune et donc n'a pas l'intention de revenir? Comment savoir que les morts ne se repentiront pas de leur ancien désir de vie? Ceux qui rêvent d'un banquet la nuit peuvent pleurer et se lamenter le lendemain matin. Ceux qui rêvent de pleurer et de se lamenter peuvent sortir chasser le matin. Quand ils rêvent, ils ne savent pas qu'ils rêvent. Dans leurs rêves, ils peuvent même interpréter des rêves. Ce n'est que quand ils sont éveillés qu'ils commencent à savoir qu'ils ont rêvé. Par la suite vient le grand réveil, et alors nous découvrirons que la vie elle-même est un grand rêve. Tout le temps, les imbéciles pensent qu'ils sont éveillés, qu'ils savent. Avec de belles discriminations, ils font des distinctions entre princes et palefreniers. Quelle stupidité! Confucius et toi êtes tous deux dans un rêve. Quand je dis que tu es dans un rêve, je suis aussi dans un rêve. Le sentiment que le monde est onirique, trouvé aussi dans l'hindouisme et le bouddhisme, vient principalement de la constatation de sa transience plutôt que de spéculation sur la connaissance et la vérité, l'épistémologie et l'ontologie, bien que celles-ci viennent ensuite. Surtout en vieillissant, il devient de plus en plus évident que les choses sont sans substance, car le temps semble passer plus rapidement, de sorte que l'on prend conscience de la fluidité des solides. Les gens et les choses deviennent comme des lumières et des ondulations à la surface de l'eau. Nous pouvons faire des films en accéléré de la croissance des plantes et des fleurs, dans lesquels elles semblent venir et partir comme des gestes de la terre. Si nous pouvions filmer les civilisations et les villes, les montagnes et les étoiles, de la même manière, nous les verrions comme des cristaux de givre se formant et se dissolvant, et comme des étincelles sur le dos d'une cheminée. Plus le tempo est rapide, plus il semblerait que nous regardions, non pas tant une succession de choses, que le mouvement et les transformations d'une chose, comme nous voyons des vagues sur l'océan ou les mouvements d'une danseuse. De la même manière, ce qui apparaît au microscope comme une masse de grumeaux plastiques hérissés d'épines est, à l'œil nu, la peau claire d'une fille. Mis très crûment, le mysticisme est la perception d'une chose faisant tout. Les taoïstes le disent plus subtilement de sorte que le faire n'est pas le sens d'une chose, le Tao, forçant et contraignant les autres. En général, les philosophies de l'Occident moderne n'apprécient pas cette vision onirique des choses, peut-être à cause du sentiment que si nous sommes des rêves, nous ne sommes pas importants, et que si nous ne sommes pas importants, il n'est pas nécessaire de se respecter mutuellement. Nous avons tous entendu le cliché selon lequel la vie humaine est bon marché en Chine. Bien sûr, parce qu'il y en a trop. Et nous-mêmes devenons insensibles à mesure que les populations se multiplient et que les médias d'information nous accoutument aux statistiques d'immenses massacres. Personne, cependant, n'a démontré de relation nécessaire entre les points de vue métaphysiques ou les croyances religieuses des gens et leur comportement moral. Les personnes importantes peuvent devenir trop importantes, et ainsi des nuisances à éliminer. Et il faut se souvenir que les tortures et les brûlures de l'Inquisition
était commise avec une profonde préoccupation pour le sort des âmes immortelles des hérétiques. Il semble souvent que la douleur soit notre mesure de la réalité, car je ne suis pas conscient qu'il y ait jamais de douleur physique dans les rêves, en dehors d'une raison physiologique réelle. C'est donc une blague courante que les croyants en l'irréalité de la matière ont du mal à convaincre qui que ce soit de l'irréalité de la douleur. Pourtant, le corps humain contient tellement d'espace vide que ces éléments pondérables pourraient être condensés à la taille de ce tout petit point, car sa solidité apparente est une illusion découlant du mouvement rapide de ses composants atomiques, comme lorsqu'une hélice en rotation semble devenir un disque impénétrable. Peut-être que la douleur est une forme de conditionnement, puisque nous savons que le type de conditionnement appelé hypnose peut être un anesthésique extraordinaire et sélectif. Cependant, essayons d'imaginer un univers, un domaine d'expérience ou un champ de conscience, dépourvu de tout extrême pouvant être qualifié de douleur ou d'horreur. Bien qu'une personne chanceuse puisse passer des jours, des mois et des années dans des circonstances très agréables et confortables, il y a toujours une appréhension, une pensée à l'arrière de l'esprit, que la douleur, sous quelque forme que ce soit, est au moins possible. Elle rôde autour du coin, et il sait qu'il est chanceux car tout autour de lui, il y a ceux qui souffrent. Toute expérience, toute conscience, semble être de spectres variés de vibrations si ordonnées que leurs extrêmes, comme le yin et le yang, doivent d'une manière ou d'une autre aller de pair. Si nous coupons un aimant en barres de manière à enlever son pôle nord, nous constatons seulement que chaque moitié a maintenant des pôles nord et sud comme auparavant. Ainsi, un univers sans la polarité du plaisir et de la douleur serait difficile à imaginer. Dans de nombreuses sociétés, nous avons fait un long chemin pour nous débarrasser de telles monstruosités que la torture légale et, par des moyens médicaux, des douleurs de la maladie et de la chirurgie. Pourtant, de nouvelles craintes semblent prendre leur place, et il y a toujours le spectre de la mort en arrière-plan. Mais il vaut la peine de réaffirmer le principe selon lequel vous ne pouvez pas aller de pair avec les choses, à moins de comprendre qu'il n'y a en vérité aucune alternative, puisque vous et les choses sont le même processus, le Tao qui coule maintenant. Le sentiment qu'il y a une différence est également ce processus. Il n'y a rien à faire à ce sujet. Il n'y a rien à ne pas faire à ce sujet. Il n'y a que le courant et ses myriades de convolutions, vagues, bulles, éclaboussures, tourbillons et remous. Et vous êtes cela. On aimerait en rester là, sauf qu'une telle déclaration évoque dans de nombreux esprits un tumulte de questions. Au lieu d'expérimenter le flux en cours, ce qui rendrait tout clair, ils veulent toutes sortes de garanties préliminaires que ce sera sûr et rentable de le faire, comme savoir si cette compréhension fonctionne comme une philosophie de vie. Bien sûr que oui, et très efficacement, mais si on le suit pour cette raison, on ne le suivra pas. Mais s'il y a la compréhension, le pouvoir ou la vertu du te surgit spontanément, ou, comme disent les chrétiens, par grâce divine, distincte de la volonté. En réalisant que vous êtes le Tao, vous manifestez automatiquement sa magie, mais la magie, en tant que grâce, est quelque chose dont personne ne devrait se targuer. Comme le dit Lao Tzu du Tao lui-même, quand de bonnes choses sont accomplies, il ne les revendique pas ou ne les nomme pas. Chers amis, je tiens à prendre un moment pour vous exprimer ma gratitude pour votre soutien, vos visionnages et vos j'aime. Voir notre communauté grandir, lire vos retours et constater que mes vidéos résonnent avec vous est une source constante de motivation et d'inspiration. Votre soutien m'encourage à aller toujours plus loin. À bientôt pour de prochaines vidéos.